Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Talks. C'est très régulièrement sur nos antennes avec Gus, évidemment. Salut Arnaud. Comment ça va, Gus? Mais super bien, toi. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, vous êtes mondialement connu, Gus, évidemment. Vous êtes le CEO de Cycle. Je l'ai bien dit, je l'ai bien prononcé? Non, Circle. Circle, voilà, à chaque fois je le dis mal. Merci en tout cas, ça va être un vrai plaisir. Vous savez que Smart Talk, c'est l'émission qui déshabille les entreprises pour mieux les découvrir, pour découvrir leur stratégie. Et avec nous dans Smart Talks aujourd'hui, Ludovic Donati. Bonjour Ludovic. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Directeur transformation performance numérique du groupe Eramet. Le groupe Eramet, les mines sont des métaux. C'est près de 13 000 collaborateurs répartis sur 47 sites. Et vous m'arrêtez évidemment si je me trompe dans les chiffres. De sites, oui. Quarantaine de sites. Il y a 20 pays évidemment. Et on parlera de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, puisqu'on parlera de cette mine en Argentine, mine de lithium. C'est une entreprise incroyable, tentaculaire. Et c'est vrai qu'on a envie avec Gus de découvrir sa stratégie. Ouais, moi, il y a un premier truc que j'ai envie de te poser, tu parlais du lithium, des boîtes comme la tienne où les chantiers sont titanesques, qui s'étendent sur des années, et que quand tu commences à mettre ta première pelletée, faut pas que tu te loupes. Comment est-ce que tu prévois les matières premières qui seront intéressantes demain? Parce qu'il y a une vraie notion de pouvoir prédire à l'avenir et de faire des big bets, quoi. Oui, en fait, comme on est une industrie de matières premières, on est le premier maillon de la chaîne de toutes les industries. Donc il faut effectivement, l'acier, voir ce dont vont avoir besoin les industries aval. Et nous, on s'est rendu compte, il y a déjà quelques années, qu'on allait vers une transition écologique et énergétique. Et qui dit transition écologique et énergétique dit passer du monde du pétrole au monde des métaux. C'est-à-dire avoir un besoin d'accès à l'énergie, mais plus de la même manière, parce qu'il faut stocker l'énergie, il faut pouvoir avoir accéder à de l'énergie électrique, et donc pour ça veut dire avoir besoin de métaux. Et donc c'est comme ça qu'Eramet, en complément de ces marchés traditionnels, se positionne aujourd'hui sur la transition énergétique. Il se trouve que Eramet est une formidable entreprise qui produit du nickel, du manganèse, possède du cobalt et veut se lancer dans le lithium, qui sont les 4 métaux qui servent à fabriquer des batteries pour les véhicules électriques. Et quand on connaît le boom dans les pays occidentaux, en tout cas, qu'il va y avoir les prochaines années, c'est l'enjeu de demain. Alors, ces bêtes-là, vous les avez fait il y a combien de temps sur ces matières premières-là? C'est parce que tu peux avoir des petites mines de trucs. Maintenant, vu la taille du besoin, si vous arrivez à répondre aux besoins actuels, c'est qu'il y a des paris qui ont été pris il y a 5-6 ans. Alors tout à fait, sur le lithium, il y a des paris qui ont été pris il y a une dizaine d'années, où on a commencé à prospecter en Amérique du Sud et où on a acquis des titres sur des gisements, des très beaux gisements de lithium qui sont situés en Argentine. Ça démarrera là, dans quelques mois là. On redémarre la construction de l'usine dans quelques mois, pour une production en 2024. Et on a toutes nos équipes de R&D et d'innovation qui ont travaillé depuis longtemps à la mise au point d'un procédé propriétaire qui va permettre d'extraire le lithium sélectivement, parce que les gisements de lithium, en fait, ce sont des gisements d'eau salée. Et donc on extrait sélectivement dans l'eau le lithium et on remet l'eau dans le puits, dans le gisement. Pour être vertueux. Ce qui permet d'être vertueux au niveau hydrique et de récupérer sélectivement le lithium. Carbonate de lithium qui va servir ensuite à fournir les fabricants de batteries pour les véhicules électriques. Encore que déjà certains réfléchissent, vous le savez mieux que moi, à des batteries au sodium, puisque certains évoquent l'idée qu'on sera limité en lithium et qu'on est déjà parti sur le sodium. Mais juste quand même un mot, l'entreprise a plus de 100 ans. Eramet, c'est une vieille entreprise parce que vous le disiez, le minerai c'est la base de nos économies, le fer, l'acier. Comment vous faites, vous par ailleurs, vous avez été chercheur avant, vous avez travaillé sur les fonds marins, on en parlera peut-être parce qu'il y a aussi des métaux rares dans les fonds marins. Mais comment on fait pour implémenter le numérique dans une entreprise qui extrait des minerais? On se dit qu'après tout, ça sert à rien, il suffit d'avoir des camions, des pelleteuses, on les trie, on les vend. Ouais, en fait, le métier n'est pas si basique que ça, mais on s'est exactement posé ces questions.
c'est quoi faire du digital quand on est au milieu de la forêt équatoriale, on est présent au Gabon, quand on est sur les hauts plateaux argentins demain, ou quand on est sur une île au milieu du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Et on s'est posé une deuxième question aussi, qui est qu'est-ce que ça veut dire faire du digital quand on est un topographe ou un géologue, ou encore quand on est quelqu'un qui fait une coulée de métal, c'est-à-dire un métallurgiste. Donc on a travaillé avec toute notre entreprise depuis 2018, on a réuni un peu tout le monde, à la fois tous les collaborateurs et puis aussi le comité exécutif et les comités de direction des sites, pour définir une stratégie en 3 axes, qui est voilà ce que sera le digital chez nous. Premier axe, on veut connecter la géologie à l'économie. Tu l'as dit, Gus, il y a des besoins qui sont essentiels en matière première, mais il faut qu'on arrive à faire une connexion beaucoup plus rapide entre les besoins de l'économie réelle sur la production d'acier, la production des batteries et notre capacité à extraire. Donc c'est la productivité là Donc, productivité. Deuxièmement, aussi amélioration de la productivité grâce au big data et à l'intelligence artificielle. On est une entreprise centenaire, on a énormément de données. On s'est dit qu'on pouvait aller un cran plus loin grâce à la data et l'IA. Et troisième axe, assurer la traçabilité et la qualité de nos produits, depuis leur extraction, leur élaboration jusqu'au client. Et ça va être clé dans les années à venir parce que en Europe en particulier, les besoins de la transition énergétique et en métaux sont forts. Évidemment. On positionne Eramet comme un acteur clé de la fourniture de ces métaux. Or, tous ces métaux dont je vous parle, vous avez compris, ne sont pas sur le sol européen aujourd'hui. Donc si on assure, il faut qu'on puisse assurer une traçabilité du fait qu'on va respecter les meilleurs standards sociaux et environnementaux. Avant de passer sur ces standards-là qui sont extrêmement importants, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. La notion de la R&D, vous avez un gros département R&D, tu t'entends parler. Quel est le lien que vous avez avec les départements R&D de vos clients? Parce qu'au final, vous fournissez des clients et les mecs, ils sont en train de réfléchir à ce que la batterie aura besoin dans 10 ans. Vous pouvez faire de la R&D chez vous, mais ceux qui sont le plus légitimes et le plus compétents en la matière du besoin, c'est chez eux. Est-ce qu'il y a des vrais ponts de R&D entre les clients? Alors il y a beaucoup de ponts. On est sur de nombreux projets collaboratifs. Nous, on a un projet collaboratif entre Eramet, BASF et Suez pour travailler justement sur le recyclage des métaux, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Il y a une nouvelle mine qui nous entoure, qu'on peut appeler la mine urbaine. Même sur ce plateau, on est entouré de métaux. C'est vrai. Ils sont sur notre sol européen, donc il faut qu'on puisse arriver à les extraire, à les extraire et à les recycler. Bien sûr. C'est une des BU de chez Eramet ou bien ça en est... Alors on n'a pas encore de business unit à porter la parler réflexion recyclage, même si nous avons une activité de recyclage de piles et de catalyseurs qui est située en France dans une usine d'Erasteel, mais c'est effectivement un axe de développement qui est extrêmement important, sur lequel on va aussi utiliser demain de l'intelligence artificielle et du numérique pour travailler en entreprise d'ailleurs plus étendue avec tous nos clients, nos partenaires. Tout à fait. Mais du coup, sur la relation au niveau de la R&D, sur le besoin futur des métaux, c'est-à-dire où est-ce que je vais faire les gros paris des métaux futurs, est-ce que ça sont des choses que vous travaillez avec vos clients? Alors effectivement, ce sont des choses qu'on travaille avec nos clients et aussi avec tous les comités stratégiques des filières aval. Je suis aussi présent au comité stratégique de filière, donc je vois les liens que nous avons de plus en plus avec les secteurs de l'automobile en particulier, mais aussi de l'aéronautique, de la construction. Ils voient ces besoins grandir pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières. On a vu d'ailleurs avec l'automobile la crise des composants actuelle. C'est un enjeu de souveraineté quand même. Et on a derrière un enjeu de souveraineté qui est extrêmement important, c'est d'arriver à sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Donc on y travaille non seulement en R&D, mais aussi en termes de vision stratégique. En vision stratégique, il y a vraiment des visions stratégiques communes. Par rapport justement à cette notion de souveraineté, je disais qu'en gros, les grosses poches, c'est 45% d'exportation vers l'Asie, une trentaine de pourcents en Europe et une vingtaine de pourcents aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des enjeux justement? Est-ce que le politique commence à se mêler? Parce que quand tu as tout le lithium qui se barre en Chine et que les entreprises françaises sont à la ramasse parce qu'elles n'arrivent pas à livrer, parce qu'en fait c'est les Chinois qui prennent tout, est-ce que tu as Macron qui appelle le big boss chez Eramet en disant écoute, faut qu'on discute? Il faut nous lâcher du stock. Comment ça se passe? Alors, je ne suis pas dans le bureau de Christelle Bory, mais je ne peux me faire que son porte-voix, qui est effectivement notre PDG depuis plusieurs années. Elle a clairement voulu positionner Eramet comme une entreprise qui va être de plus en plus stratégique pour la France et pour l'Europe. Vitale. Et donc, bien sûr, dans le cadre des discussions qu'on peut avoir avec les comités stratégiques de filière,
avec aussi les autres États membres de l'Union européenne. Oui. Il y a des réflexions qui sont stratégiques sur cet approvisionnement. Et il y a actuellement, en ce moment, Philippe Varin qui mène une mission, justement, qui doit être prochainement rendue au gouvernement, sur un état des lieux de notre besoin de sécurisation en matière première. C'est pas anodin que l'État soit... À 29%, je crois, l'État est à 29 ou 26%. C'est ça, et la famille Duval à 35% dans les actionnaires principaux. Je reviens à vous parce que c'est intéressant dans la stratégie. Vous installez cette stratégie numérique. Donc vous dites c'est pour la productivité, c'est pour la rendre moderne l'entreprise, l'entreprise du 21e siècle. Puis j'ai vu que vous aviez fait aussi des recherches sur les fonds marins. Ça c'est passionnant parce que on parle des métaux qu'on connaît, cobalt, manganèse, lithium. Bon ça globalement le grand public connaît. Mais il y a aussi des terres rares. Il y a des métaux précieux, je mets des guillemets, dans les fonds marins. Et j'ai vu que Eramet était aussi sur ce sujet, et ça c'est un enjeu stratégique et de souveraineté, c'est-à-dire nos fonds marins, notamment Wallis et Futuna. Vous en êtes où là-dessus ? Alors aujourd'hui, nous chez Eramet, on s'est mis en stand-by parce que par rapport aux besoins en métaux, on est persuadé que déjà au niveau terrestre et au niveau recyclage, ce sera plus simple, mais on a mené effectivement avec des consortiums des études sur une première analyse sur les fonds marins de la zone économique exclusive de Wallis et Futuna. Il y a aussi les zones de Clarion-Clipperton avec les nodules. Et donc ce sont, d'après ce que j'ai compris du gouvernement, des choses qui seront de nouveau mises sur la table, donc pas forcément avec Eramet d'ailleurs. Pédale douce. Voilà. Alors, maintenant qu'on y est là, parce que les fonds marins, on peut vite glisser sur du truc bien dégueulasse. Comment est-ce qu'une boîte comme la vôtre, qui est essentielle dans la vie des Français et de tout le reste, vous glissez pas dans du... comment est-ce qu'on arrive à mettre le RSE au centre du business, parce que c'est compliqué ça. Voilà, par nature, vous n'êtes pas une boîte super propre. Je veux dire, par essence même d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour être le moins sale possible, presque ? Je pense que c'est vraiment ce qui va nous différencier, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on veut porter et respecter les meilleurs standards internationaux en termes d'extraction minière. On a une feuille de route RSE qui est sur 13 axes, qui a été définie en 2018 avec un certain nombre d'indicateurs au niveau de l'environnement, du respect de la réduction carbone, de lien avec les populations locales. C'est quelque chose sur laquelle toute l'entreprise est engagée. On a déjà des bons résultats et ça nous a permis ensuite, en y travaillant, d'inclure notre raison d'être dans les statuts d'entreprise, qui est que nous voulons être une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre. Et le recyclage était évoqué parmi les 13 éléments de RSE. Recycler et alors, pour parler du digital, on a un axe de notre transformation digitale qui soutient totalement cette feuille de route RSE. On va utiliser des capteurs connectés pour mieux monitorer l'eau et les rejets d'eau qu'on peut avoir. On va aussi utiliser, par exemple, je vous donne quelques exemples, des caméras qui monitorent des rejets qu'on a pu avoir, type rejet de poussière des cheminées, parce que des fois ça arrive, pouvoir les quantifier, pouvoir comprendre les événements pour pouvoir les limiter au maximum. Et on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle au Sénégal. Au Sénégal, on a un gisement de sable où on extrait du titane et du zircon. Ça passe sur une grande zone sur laquelle il y a des populations et il y a des arbres. Et donc, ce qu'on fait avec des drones qui récupèrent ces images, on a des algorithmes qui permettent de monitorer la revégétalisation une fois qu'on est passé sur le site d'extraction, et qui permet aussi de monitorer où sont situées les populations pour pouvoir reconstruire, si jamais on doit passer à côté du village, reconstruire des habitations beaucoup plus modernes et avec un bien meilleur confort pour les villageois. Et donc ça veut dire que est-ce que cette digitalisation va permettre de faire des extractions peut-être plus ciblées aussi ? Exactement. Parce que c'est peut-être parce que tout le monde ne connaît pas parfaitement le milieu des mines. Qu'est-ce que c'est ? Nous, on a des mines. BRGM, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de géologues du BRGM qui peut-être sont sur le terrain en ce moment pour trouver de nouveaux. On collabore aussi régulièrement avec le BRGM. Nos mines, en fait, sont des mines à ciel ouvert. Donc, ce sont des grandes carrières. Comment ça se passe pour extraire du minerai ? Tout d'abord, on va faire des reconnaissances et des sondages. Donc, on a des gens qui font des sondages. On récupère un certain nombre de données. Donc, déjà, avec des startups et de l'intelligence artificielle, on arrive aujourd'hui à automatiser et à traiter beaucoup plus rapidement cette donnée des gisements. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de data mining aujourd'hui. Là, on fait du mining et du data mining. Donc du carottage, on vérifie. Pour avoir une bonne vision de là où il faut extraire. Ça va nous permettre d'aller extraire exactement là où il y a des poches de métal. Donc, on va pouvoir être beaucoup plus précis et remuer moins de terre. C'est ça.
Et on va utiliser aussi des algorithmes et de la data pour bien positionner ensuite nos flottes de pelles et de camions pour pouvoir minimiser les chemins des mouvements, etc. Et protéger le maximum l'environnement. Voilà, et être, on va dire, remuer le moins de terre possible. Ensuite, bien sûr, on a des plans, on l'a dit, de revégétalisation et de restitution du site. Est-ce que ta RSE, parce qu'au final, on peut dire beaucoup de choses sur la RSE, et ça c'est moi qui vais le dire, tu peux le prendre par la porte ou par la fenêtre si la RSE ne rapporte pas du business. C'est-à-dire que si tu ne récupères pas ta RSE sur ta top line, ça reste des sujets de compliance qui sont là juste pour faire plaisir. Est-ce que... Gadget, quoi, un peu. Oui, ben c'est une des raisons pour laquelle il y a eu si peu de RSE sur ces 30 dernières années. C'est qu'en fait, on n'a jamais réussi à la valoriser convenablement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire un business de la RSE? C'est-à-dire, en fait, je vais réussir à récupérer de la marge parce que je suis plus, RSE. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'on est tous convaincus chez Ramet depuis très longtemps maintenant que la RSE, c'est la license to operate. C'est ça. Quand on opère au milieu de la forêt au Gabon, quand on opère en Indonésie, quand on est au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, l'acceptabilité de notre activité doit aussi se faire pour les pays, évidemment par les populations. Les populations doivent avoir des retours, doivent avoir un développement économique. Donc ça, c'est clé en fait. Si on ne fait pas ces axes-là, c'est pas une verrue qui se pose dans la forêt. Non, je suis d'accord avec ça, mais ça n'empêche que ça met un certain niveau, de RSE, qui sont des standards qui sont fixés, qui sont. À quel moment tu peux dire en fait, je peux investir pour aller plus loin, parce que si je fais plus, je gagnerai plus. Tu vois, c'est-à-dire que la RSE aujourd'hui, on fait le strict minimum parce que c'est en dessous de ça, je peux pas opérer. Comme tu dis, c'est de la license operate. Si je fais pas ça, je pourrais pas ouvrir ma mine. Donc je le fais. À quel moment je me dis, en fait, je vais faire plus, investir plus et travailler plus parce que je vais réussir à le récupérer au-dessus du business. Pour moi, je pense que on voit avec la transition énergétique et les besoins en métaux et les besoins en décarbonation. C'est typiquement des sujets sur lesquels on travaille en termes de traçabilité numérique. Si tu arrives à montrer que ton acier il est produit de manière décarbonée ou que tes métaux ils ont été extraits dans des conditions sociales où tu n'as pas fait travailler des enfants, où tu n'as pas pollué complètement les cours d'eau, etc. et que sur toute la chaîne de valeur, tu fournis à ton client un métal qui lui permet de diminuer lui-même son impact carbone dans sa production, là, tu commences à pouvoir identifier et vendre avec un... Et donc, ça veut dire que dans votre business, il y a une nouvelle composante qui est de la communication. Parce que hier, le mec, il achetait du métal, et le métal qui soit fait d'une manière... Là, maintenant, il vient acheter du décarboné, donc il faut mettre toute une partie de marketing et de com derrière ce produit-là. Est-ce que c'est des... Alors, je ne sais pas si c'est du marketing ou de la com, ou si c'est pas une volonté réelle de pouvoir avoir sur sa chaîne de justifier une décarbonation. Mais par contre, c'est pas de manière négative. Au-delà du greenwashing, mais en tout cas, il est clair que, en particulier grâce à cette traçabilité numérique qu'on essaye de promouvoir, et sur laquelle on a commencé d'ailleurs justement à travailler au Sénégal, on estime qu'on va pouvoir apporter plus de valeur aux clients grâce à ça. Oui, c'est ça. Donc, juste un mot. Plus de valeur. C'est-à-dire que vous dites, le client s'y retrouvera parce qu'il pourra dire, regardez, cet acier a été produit dans des conditions optimales, mais est-ce que le surcoût sera digéré par le client ou c'est vous, c'est Ramet parce que c'est un surcoût quand on fait des efforts, quand on est vertueux. Est-ce qu'il y a un surcoût d'ailleurs quand on est plus vertueux? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a un surcoût parce que justement, ça fait partie de notre stratégie RSE. Donc elle est assumée. Concret. Donc c'est totalement assumé. On a, par exemple, quand je vous disais, des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de mieux monitorer l'environnement autour et la revégétalisation, pour nous, c'est quelque chose qui est clé. Et donc on a investi dedans sans vouloir forcément en attendre un retour sur investissement tout de suite parce qu'il y a de la license opérette et parce que justement... Tout à fait, mais ça veut dire que ça n'empêche que tu perds une notion de compétitivité sur ton prix que tu vas regagner parce que ton client va t'acheter plus toi que la compétition. C'est ça la question. Mais je pense qu'à la fin, il faut se poser la question du consommateur final. Tout à fait. Et je pense que si demain, toi, tu achètes un véhicule électrique, tu seras content de savoir que les métaux ont été produits de manière responsable. Complètement. Et ça aujourd'hui, est-ce que quitte à la payer 5 000 € de plus. Exactement. Et ça, aujourd'hui, est-ce que vous percevez le premium que le client final, que la chaîne de valeur du client est prêt à payer? Alors, bon, moi, je ne suis pas directement dans ces discussions-là, mais
Ce qu'on voit, c'est que les modèles aujourd'hui en Europe sont en train de se chercher. Il y a déjà les gigafactories qui sont en train de se constituer. Donc tout ça est en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour répondre, mais en tout cas, on cherche clairement à être dans la discussion. Moi, j'ai encore une question là-dessus par rapport à ta fonction sur le numérique et la digitalisation. Est-ce que c'est des fonctions qui vont amener des nouveaux business models? Parce qu'on voit la volatilité du prix des matériaux et commencer à offrir des nouvelles manières dont le client peut acheter et à interagir avec le client. Et donc, vous créez des nouveaux business models. Est-ce que ce sont des choses qui sont en route chez Eramet? Alors c'est justement des réflexions qu'on a quand on dit on veut connecter la géologie à l'économie. On est en train déjà de révolutionner les métiers de la mine, en étant beaucoup plus data-driven, donc en mettant en place des cockpits, des control towers, des centres d'opération intégrés en Nouvelle-Calédonie et au Gabon en particulier. Pour le nickel, la Nouvelle-Calédonie. Pour le nickel en Nouvelle-Calédonie, manganèse au Gabon. On a une vision beaucoup plus transverse de toute la chaîne de valeur et donc on va pouvoir être capable d'arbitrer par rapport aux besoins des clients plus rapidement. Donc ce qu'on va pouvoir ensuite aller voir au niveau des clients, c'est comment est-ce qu'on peut lui proposer justement, sans lui proposer des contrats à très très long terme, d'arbitrer parfaitement par rapport à ses besoins et là où sont situés nos gisements. C'est ça, parce que la volatilité du prix des matières premières, vos clients, ils en souffrent énormément. Vous en sortez très très bien, mais le client derrière, il bouffe un peu. Mais ça, par exemple, c'est nouveau effectivement pour les constructeurs d'automobiles. C'est que 40% de la valeur, c'est dans la batterie. Et les batteries, c'est des métaux avec des prix qui oscillent. Donc, il y a tout un business model, comme tu disais, à mettre en place. Juste, il nous reste peu de temps. On a évoqué plein de métaux là. Des métaux peut-être que vous ne connaissiez pas si vous nous regardez, le manganèse, le cobalt, le lithium. Est-ce que vous savez, un peu comme on l'a connu pour le peak oil, on nous a dit en 1995, on aura atteint le peak oil, puis finalement on ne l'a pas atteint. Les réserves minières, parce que ça c'est un enjeu de stratégie pour vous, c'est-à-dire que quelles sont les réserves dont on dispose en lithium, en cobalt, en manganèse, ce qui permet évidemment de voir un peu plus à long terme en disant on a 50 ans de voitures électriques, et puis après il faudra inventer autre chose. Alors, je pense qu'il faudrait raisonner aussi avec le recyclage. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de réserves mondialement et on estime que dans les 10 prochaines années, on va extraire sur les métaux de la transition énergétique plus que ce qu'on a extrait depuis le début de l'humanité. Donc ça, c'est déjà énorme. Mais surtout, on développe en parallèle les capacités de recyclage de ces métaux. Donc, dans plusieurs années, on arrivera à avoir un équilibre. Donc on pourra jouer jouer à la fois sur le recyclage et sur l'extraction de matières premières. Donc qu'on soit bien clair, vous nous dites, pas tout de suite, pas maintenant, parce que je crois que c'est pas réglé technologiquement, mais on pourra recycler ces métaux qui... c'est exactement ça. Le nickel, par exemple, peut se recycler à l'infini. Ce qu'il faut, c'est arriver à mettre en place tout un système, c'est ce qu'on fait par exemple avec BASF et Suez, de collecte, puis broyer les batteries, arriver à récupérer sélectivement les métaux pour qu'ils soient d'une qualité qui permette de retourner dans les batteries. Donc pour l'instant, vous dites on est en train de mettre en place la filière de recyclage. Oui. On n'est pas encore tout à fait rentré dans le cercle. Non. Et d'ailleurs, en fait, on a tous les métaux qui nous entourent, qui servent encore dans vos batteries aujourd'hui, et qui va rentrer ensuite petit à petit dans le cycle. Alors à partir du moment où là je pousse un peu le curseur encore un coup plus loin, à partir du moment où tu te retrouves sur l'entièreté de la chaîne de valeur, c'est-à-dire j'extrais et je recycle, est-ce que Eramet un jour se retrouvera sur le métaux as a service? C'est-à-dire que en fait, le client il n'achète plus du métal qui lui appartient, il achète juste je vais avoir un truc qui est dans ma batterie, un jour il va sortir et puis il va rentrer, et le métal il va continuer à être de la possession d'Eramet et moi je vais juste te le louer. En fait. C'est très intéressant. Je pense qu'on n'a pas encore poussé le business model jusque-là, mais effectivement, quand on va utiliser, tout ce qu'on utilise en termes d'intelligence collective et de méthodologie qui servent justement à réfléchir à la fois en interne et en externe sur des nouveaux produits numériques, ça peut être tout à fait une idée qu'on peut adresser avec des clients. On roule pas dans une Renault Peugeot, on roule dans une Eramet, quoi, au final. C'est ça l'histoire. Juste avant de nous quitter, on vous l'avait évoqué parce que ce que vous faites est tellement dingue, c'est qu'il y a quand même des enjeux stratégiques importants. C'est-à-dire qu'il y a des guerres de pays qui, à bas bruit évidemment, se livrent. Je pense à la Chine, je pense à d'autres pays, je pense à l'Australie, je pense au Brésil, aux États-Unis. Comment ça se passe, ça? Parce que vous êtes quand même en frottement permanent avec non seulement des entreprises, mais des pays finalement. Vous le sentez, ça? Vous le ressentez? Nous, on a, dans notre business model, on veut vraiment s'ancrer, avoir des relations partenariales dans les pays dans lesquels on opère. On est présent,
on est présent au Gabon depuis 50 ans, Historique. on est présent au Sénégal depuis une quinzaine d'années, Et des la accords avec la Nouvelle-Calédonie depuis 1880, voilà. On a fait une joint venture pour extraire du nickel en Indonésie avec un grand fondeur chinois qui s'appelle Tsingshan. On serait associé à lui pour aller extraire en Amérique du Sud du lithium. Donc, en dehors de la politique, au niveau business, on est très lié à la fois dans les pays qui nous lient. C'est quoi l'intérêt, finalement, pour vous, de vous lier à la Chine sur l'Indonésie, par exemple? Vous auriez pu l'extraire vous-même. Il y a des besoins capitalistiques qui sont extrêmement importants et aujourd'hui, force de frappe plus forte. On est plus fort à deux. Est-ce que vous ne voyez pas, vu la problématique de l'accès à la matière première et de la volatilité de la matière première, est-ce qu'il y a des clients qui commencent à avoir des désirs de remonter la chaîne de valeur et se dire, au même titre qu'on voit sur les FMCG, qu'elles se disent, OK, en fait, je vais commencer à investir dans la logistique, parce qu'en fait, elle devient tellement cœur dans mon core business que je vais aller me mettre dessus. Ben, moi, en tant que je sais pas qui, je vais remonter la chaîne de valeur, parce que cette matière devient tellement mon core business que je dois venir intégrer et remonter la chaîne de valeur pour C'est me exactement une des questions qu'on s'est posées au moment où on a lancé notre transformation numérique, justement en disant les acteurs du numérique ont besoin de métaux. On pourrait très bien imaginer Tesla vouloir remonter la chaîne et s'associer avec un grand partenaire numérique et être très efficace. Oui, c'est pour ça que, en particulier, notre transformation numérique est aujourd'hui en cours pour permettre d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus réactif, à la fois sur la productivité et sur le transport. C'est ça. Okay, vous n'avez pas répondu tout à l'heure en me disant qu'on rentrait dans la chaîne du recyclage des métaux et on découvre que c'est possible techniquement. Nos réserves ne sont pas extensibles, on est d'accord, ça on le sait. Il y a des réserves finies sur une planète finie, effectivement. Mais on a aussi, depuis de nombreuses années, des procédés comme l'hydrométallurgie qui permettent d'être beaucoup plus sélectifs sur des gisements qui sont beaucoup plus polymétalliques, mais dans lesquels on peut extraire des métaux. Donc. Et du coup, sur cette, pour revenir sur l'exemple de Tesla, où tu disais en fait il va peut-être remonter le truc, sur cette numérisation, vous en êtes où? Vous êtes au b.a.-ba parce qu'en fait, à la base, vous étiez des chauffeurs de camion, du coup le digital, on ne sait pas du tout ce que c'est, ou en fait, Eramet, c'est déjà Tesla il y a 3 ans? Non, on n'était pas déjà que des chauffeurs de camions, parce que pour extraire des gisements, si tu veux, les géologues manipulent déjà beaucoup de données. Énormément de data. Et donc, on les forme aussi aujourd'hui, en complément d'avoir mis des data scientists chez nous et d'avoir mené des projets de data science autour de la géologie et de la métallurgie. On forme aussi les géologues et les métallurgistes à la data. On en fait des data métallurgistes ou des data... Ça, c'est votre mission. Oui, exactement. Ah ouais. Les topographes deviennent aussi pilotes de drones, par exemple, parce qu'ils ont besoin de tous ces outils numériques. Et peux-tu me rappeler la fin de ta question? Non, mais c'est de dire, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes Tesla il y a 3 ans? Ou est-ce que vous êtes, en termes de digitalisation, est-ce que Eramet est déjà loin sur le chemin, quoi? Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais avec la mise en place de centres intégrés d'opération, où on va lier justement des fonctions de production et des fonctions de supply chain, des fonctions commerciales, en termes d'échange de données, on va être beaucoup plus efficace dans notre production et on va pouvoir ainsi répondre aux besoins de la transition énergétique. Une toute dernière question. Toute dernière. Toute dernière. Ça, voilà, Gus, il déborde. Toute dernière. On a parlé de remonter de la chaîne de valeur pour les autres. Est-ce que vous pensez à descendre la chaîne de valeur? C'est-à-dire qu'au lieu de donner une matière première qui est voilà, c'est de dire on va avoir un produit le plus raffiné possible. 5 secondes. On veut être fournisseur de matières premières et positionné sur le recyclage. Voilà une réponse parfaitement calibrée. Merci Ludovic Donati de nous avoir éclairé sur la stratégie, votre stratégie numérique et la stratégie globale d'Eramet, qui est une très grosse entreprise internationale, l'un des fleurons français d'ailleurs, faut-il le préciser. Vous êtes le directeur de la transformation de la performance numérique, puis je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vice-président de l'AFNET. C'est important. Et puis vous êtes aussi très intégré dans le comité stratégique de la filière mine et métallurgie pour faire un portrait complet. Merci Gus. Merci Arnaud. Un vrai plaisir cette émission. On se retrouve évidemment très, très prochainement, Gus, pour de nouvelles aventures de Smart Talks, CEO Gus de Circle. Voilà. J'y suis presque. La prochaine émission sera la bonne. Bye bye. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.